Vos parents ont-ils manipulé vos émotions? Ma mère m'a giflé en pleine figure parce que j'avais noté un 6 dans mon carnet d'humeur. Puis elle a lancé « Comment oses-tu être 2 fois plus heureux que la mère qui a tout sacrifié pour toi ?» Des années plus tard, quand je lui ai reproché les dégâts qu'elle m'avait causés, elle a esquissé un petit sourire en coin avant de répondre « Les enfants heureux deviennent des adultes brisés. Je t'ai sauvé. Je l'ai juste regardé. » C'était il y a 16 mois. Ce matin, elle était restée plantée devant son téléphone, le regard vide, et n'a rien avalé depuis. Depuis toujours, ma mère semblait n'avoir qu'une obsession, s'assurer que je ne sois jamais heureux. Pour ça, elle avait inventé le système du carnet d'humeur. Elle nous obligeait tous les deux à remplir, heure par heure, un journal dans lequel on devait noter comment on se sentait, puis comparer nos scores. Si jamais j'avais le malheur de déclarer être plus heureux qu'elle, elle me punissait jusqu'à ce que tout soit rééquilibré. Elle était persuadée que le bonheur n'était qu'une illusion, une histoire qu'on se raconte avant que la vie ne nous écrase. Elle avait grandi dans le confort et la beauté, tout obtenu sans effort, et tout perdu du jour au lendemain quand papa l'a quittée pour sa secrétaire. Plutôt que de se relever, elle s'est persuadée que sa douleur lui avait révélé la vraie nature du monde, et qu'elle devait absolument me transmettre cette sagesse. Mon optimisme naturel, elle le prenait pour de la naïveté, une faiblesse qui finirait forcément par me faire tomber, comme elle. Les enfants heureux deviennent des adultes brisés, répétait-elle en me regardant rire avec mes copains, comme si je jouais avec le feu. Après le départ de papa, elle n'a plus eu qu'un objectif, me préparer à la déception en m'empêchant coûte que coûte de connaître la joie. Le lendemain du déménagement, elle m'a présenté 2 carnets en cuir et un tableau plastifié. « On va suivre notre bonheur à chaque heure », a-t-elle décrété, en m'expliquant son échelle de 1 à 10. À la fin de chaque journée, on comparait. Ton chiffre ne doit jamais dépasser le mien. Elle s'était déjà mis un 3 à cause du divorce. Moi, j'ai noté naïvement un 6, soulagé que les cris se soient enfin arrêtés. Elle a vu mon score et m'a giflé. Comment oses-tu être 2 fois plus heureux que la mère qui a tout sacrifié pour toi? Cette nuit-là, j'ai dormi le ventre vide. Première punition pour avoir eu le malheur d'aller bien. Petit à petit, les carnets d'humeur ont envahi toute notre vie. Maman se réveillait, notait un 2 ou un 3 selon ses rêves de papa, puis cachait son chiffre et attendait le mien, telle une prédatrice. Si je mettais le même score ou moins, elle hochait simplement la tête et préparait le petit déjeuner. Mais au moindre écart en ma faveur, la sanction tombait sans appel. Sorties annulées, livres confisqués, affaires détruites, accompagnées d'un sermon sur la difficulté de sa propre existence. J'ai tenté de ne noter que des 1, me disant que ce serait plus prudent, mais elle l'a tout de suite compris. « Tu veux vraiment savoir ce que c'est? Vivre à 1 » m'a-t-elle lancé en me traînant à la cave. « Je vais te montrer ce que c'est. 1. J'ai fini par lire ses humeurs comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Les cernes sous ses yeux voulaient dire qu'elle serait à 3, donc je devais me mettre à 2. Un rayon de soleil pouvait lui redonner un point, et j'avais le droit de monter d'un cran sans dépasser. Mais les chutes d'humeur imprévisibles restaient mon cauchemar. Une amende sur le pare-brise, et elle retombait à 1, fonçant vérifier mon carnet pour voir si je l'avais dépassé. Si c'était le cas, elle entrait dans une colère noire. Ce qu'il y avait de plus malsain, c'était de la voir saboter consciemment son propre bonheur, simplement pour m'empêcher d'être mieux. Elle refusait de bons postes, rompait des amitiés, tout ce qui aurait pu lui donner un peu de joie, et donc, m'autorisait à en avoir. Quand sa sœur nous a invités à Noël, elle a refusé sous prétexte que les familles heureuses fausseraient nos chiffres. Il fallait qu'elle reste malheureuse, et moi aussi. On coulait ensemble, mais c'est elle qui nous maintenait la tête sous l'eau, et je ne savais pas comment lui faire lâcher prise. J'ai alors décidé de lui donner précisément ce qu'elle voulait. J'ai noté des 0 partout, pas des 1, pas des 2, des 0 francs, accompagnés d'explications détaillées. 0 parce que je n'ai plus envie de rien. 0 parce que je souhaite ta mort. 0 parce que ça fait 2 ans que je n'ai rien ressenti d'autre. Elle me suppliait d'arrêter, assurant que 0 n'était pas permis, mais à chaque punition, je lui répondais qu'elle ne faisait qu'empirer mon état et menaçait de basculer dans les négatifs. 2 semaines d'affilée à 0, et elle s'est affolée, montant soudain ses propres chiffres à 4 ou 5, espérant me donner le droit d'aller mieux. Mais je persistais. Elle s'est alors mise à hurler pour que je sois plus heureux, ce qui était absurde au regard de toutes ces années où elle m'avait puni à la moindre trace de joie. Je tenais bon, 0, 0, 0. Maman a tenté de m'acheter avec des cadeaux, des privilèges, mais rien n'y a fait. Je notais toujours 0. Changement de stratégie. Elle a choisi qu'on serait malheureux ensemble. Elle a quitté son boulot, arrêté de payer les factures et laissé la maison se délabrer autour de nous. Tu veux vivre à 0? On vivra à 0, a-t-elle annoncé en annulant mes inscriptions à la fac et en jetant mes lettres d'acceptation à la poubelle. Elle n'achetait plus de nourriture, ne faisait plus le ménage, ne se lavait plus, nous entraînant tous les deux dans une lente chute vers le fond. Et comme je restais à 0, elle a commencé à se faire du mal devant moi, se mutilant les bras tout en demandant « C'est quoi ton chiffre maintenant? Tu crois toujours être aussi bas que moi ?» Mais j'avais appris des meilleurs. Je regardais son sang couler. J'écrivais encore un 0 en ajoutant « Parce que tu te fais ça toute seule ». Elle voulait que je cède, que j'avoue être plus heureux qu'elle, mais je préférais mourir à 0 que de lui offrir ce plaisir. Le lendemain matin, elle s'est traînée hors du lit pour me rejoindre à la cuisine, là où je remplissais mon carnet. Ses cheveux pendaient sur son visage, gras, en mèches collées, les plaies sur ses bras devenues de vilaines croûtes rouges. Elle a arraché mon carnet avant que j'aie fini de remplir ma page, a parcouru la lignée de 0 qui s'étendait sur des semaines. Ses mains tremblaient en feuilletant page après page, ne voyant que le vide, 0 sur 0, chaque fois accompagné d'explications de plus en plus sombres. Elle a refermé mon carnet violemment sur la table, s'est emparée du sien et a griffonné à toute vitesse. Quand elle m'a montré son entrée, elle avait écrit un 10. Un putain de 10.
Pendant des années, ma mère ne cessait de me répéter que le bonheur n'était qu'un leurre. Pourtant, ce jour-là, la voilà qui proclamait avoir atteint le bonheur parfait. Debout dans notre cuisine en ruine, les bras marqués par ses propres blessures. J'ai attrapé mon stylo et ajouté un 0 de plus à la liste. Elle a traversé la table d'un bond, m'a arraché le stylo des mains et s'est mise à écrire furieusement dans mon carnet. 7, puis 8, 9, enchaînant des heures d'entrées inventées, son écriture devenant de plus en plus illisible à mesure qu'elle avançait. Je la regardais fabriquer mon bonheur comme on rédige une lettre de rançon. Une fois sa besogne terminée, elle m'a rendu le carnet et m'a fixé, attendant ma réaction. J'ai simplement barré tous les chiffres qu'elle avait ajoutés et remis des zéros à la place. D'un geste brusque, elle a balayé toute la table. Carnet, stylo, vaisselle, tout a volé et s'est fracassé sur le sol. Debout, haletante, elle a observé le désastre, puis s'est penchée pour ramasser les morceaux à main nue. Une assiette brisée lui a entaillé la paume, mais elle a continué de nettoyer, indifférente au sang qui se mêlait au reste de nourriture sur le lino. Je me suis levé et suis parti dans ma chambre, la laissant là, à genoux. 1 heure plus tard, elle a réapparu sur le seuil, les mains enroulées de bandages, une nouvelle idée derrière la tête. « On va voir une thérapeute », a-t-elle annoncé. « Une spécialiste qui pourra te réparer, toi et ton absence d'émotion. » Le cabinet sentait la vanille et la défaite. Maman avait manifestement mis la docteure Catherine dans la confidence, car elle a attaqué d'emblée avec des questions sur mes zéros. « Pourquoi tu t'entêtes à te noter aussi bas? Tu ne vois pas ce que tu fais subir à ta mère ?» Je n'ai pas décroché un mot des 50 minutes. Maman a comblé le silence en enchaînant les mensonges. J'aurais toujours été un enfant difficile. Les carnets d'humeur étaient censés améliorer notre communication. Mes zéros étaient une provocation. La thérapeute opinait, griffonnait, m'adressait parfois un regard compatissant, parfaitement étudié. À la fin, elle m'a tendu un nouveau tableau d'humeur, cette fois décoré de smileys. Parfois, une représentation visuelle aide, a-t-elle suggéré. J'ai méthodiquement barré tous les visages d'un grand X et lui ai rendu la feuille. Maman a pris rendez-vous pour 3 séances par semaine. J'y allais à chaque fois, muet comme une tombe. Après un mois de silence, la docteure Catherine a proposé des rendez-vous individuels, mais maman a refusé net. Je dois être là pour vérifier que tu dis la vérité. La vérité, c'est que maman avait construit une prison où l'honnêteté était sanctionnée, où le mensonge était devenu un réflexe de survie. Elle avait transformé nos sentiments en armes, et s'étonnait ensuite de mon indifférence. Chaque séance était un bras de fer, où elle tentait de m'extorquer la moindre émotion supérieure à 0. J'ai pris l'habitude de laisser mon carnet d'humeur bien en évidence, ouvert à la page du jour. 0, 0, 0. Autant de pierres tombales alignées, chacune une petite déclaration de guerre. Maman tombait dessus et ajoutait ses propres commentaires dans la marge. Ça me détruit. S'il te plaît, arrête. J'essaye de t'aider. Mais elle ne cherchait pas à m'aider. Elle voulait gagner. Mes zéros bouleversaient tout son système. Elle ne pouvait plus me reprocher mon manque de bonheur si je m'y refusais. Elle ne contrôlait plus rien si je prétendais ne rien ressentir. Alors elle s'est acharnée. Faite surprise avec des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des lustres. Je restais impassible, puis je notais un 0. Cadeau coûteux déposé sur mon lit avec des mots suppliants. Fais un effort. Je les donnais sans même les ouvrir, puis j'ajoutais encore un 0. Elle est même allée jusqu'à adopter un chiot, persuadée que je finirais bien par craquer. Je le nourrissais, je le promenais, et j'ajoutais 0 pendant qu'il me léchait le visage. Plus sa maladie s'enracinait, plus je me sentais invincible. Chaque 0 était une victoire, la preuve qu'elle ne pouvait plus m'atteindre. J'avais trouvé l'arme fatale, celle contre laquelle elle était désarmée, le détachement absolu. Elle avait inventé un jeu dans lequel le seul moyen de gagner était de refuser de participer. L'école est vite devenue mon refuge. Je partais à l'aube et n'en ressortais qu'à la fermeture, faisant mes devoirs dans les classes désertes, aidant les profs à ranger. Tout pour éviter de rentrer chez moi et ses efforts de plus en plus désespérés pour provoquer une réaction. Une prof, Madame Sébastien, a remarqué que j'étais toujours le dernier à partir. Elle gardait la salle ouverte plus tard sous prétexte de correction, mais c'était juste pour me donner un lieu où exister. On n'a jamais abordé les raisons de ma présence prolongée. Elle s'assurait seulement que j'ai un endroit à moi. Maman a fini par comprendre et s'est mise à venir me chercher à l'école. Elle me sortait de cours pour des rendez-vous imaginaires, qui n'étaient en réalité que des tours en voiture où elle pleurait et me suppliait d'écrire n'importe quel chiffre, pourvu que ce ne soit pas 0. Il y a quelque chose de profondément malsain chez une mère qui transforme les émotions en compétition, dont elle seule détient les règles. Je me demande quelle logique tordue fait croire qu'en maintenant son enfant dans la tristesse, on le protège du monde. Sur le siège passager, je regardais défiler les rues familières, planifiant déjà ma fuite. L'université représentait ma seule porte de sortie, mais elle avait balancé mes lettres d'admission. J'ai alors commencé à me renseigner sur les IUT accessibles sans son aide. J'ai falsifié sa signature pour les demandes de bourse et fait envoyer les réponses dans la salle de Madame Sébastien. Maman a senti que je préparais quelque chose et a redoublé d'inventivité. Elle a arrêté la thérapie et s'est mise à dilapider l'argent dans des tentatives insensées pour me réparer. Guérisseur aux cristaux, coach de vie, même une voyante convaincue que mes chakras étaient ébouchés. J'assistais à chaque rendez-vous, notais mes zéros et comptais les jours jusqu'à mes 18 ans. Les carnets d'humeur étaient devenus l'archive de notre autodestruction. Les siens oscillaient entre de faux 10 et des vrais. Chaque chiffre un mensonge pour manipuler les miens. Les miens restaient désespérément plats, une ligne ininterrompue de défis. Son ultime tentative fut de brûler tous les carnets dans le jardin. Des années de traces parties en fumée. Nouveau départ, a-t-elle dit en me tendant un cahier vierge. On peut faire comme si les zéros n'avaient jamais existé. Mais je n'avais même pas besoin de faire semblant. Les zéros avaient bel et bien existé, et ils m'avaient sauvé. Pendant qu'elle s'acharnait à surveiller le moindre de mes résultats, moi, je bâtissais en secret une vie dont elle n'aurait jamais la clé.
compte bancaire caché, lettre d'admission soigneusement dissimulée, amis prêts à m'accueillir au besoin. Les zéros, ce n'était pas une défaite, c'était mon bouclier. J'ai pris le nouveau carnet et j'y ai consigné ma première entrée. 0, parce que c'est ce qu'elle m'avait inculqué à être, et j'avais décidé d'en faire ma force. Elle voulait que je ne ressente rien, alors je ne lui ai rien accordé. Elle exigeait de moi le vide, alors je suis devenue inatteignable. Le vrai drame, c'est que, malgré sa maladie, elle m'aimait sûrement, mais elle avait tordu cet amour au point de le rendre toxique, l'utilisant comme une arme pour me protéger de la souffrance en me la faisant subir la première. Elle croyait me prémunir des désillusions de la vie en devenant la plus grande désillusion de mon existence. J'ai continué à écrire des zéros. C'était la seule chose honnête qui subsistait entre nous. Tout autre chiffre aurait été une trahison, une comédie, une nouvelle tentative de manipulation. Le zéro était intact. Le zéro, c'était la vérité. C'était tout ce qu'elle m'avait laissé, et j'en avais fait la clé de ma liberté. Maman a fixé le nouveau zéro que je venais de tracer, ses traits défilant d'une émotion à l'autre comme une vieille télé déréglée. Elle s'est emparée du carnet pour le jeter à travers la cuisine, avant de se précipiter pour le ramasser, lissant fébrilement les pages froissées de ses mains tremblantes. Le chiot, dans son panier, a gémi, sentant que cette tension était devenue notre routine. Maman a disparu dans sa chambre pour revenir, les bras chargés d'albums photos qu'elle a éparpillés sur la table. Photos de bébé, anniversaire, vacances d'avant le départ de papa. Elle a pointé chaque cliché, tapotant mon visage souriant du doigt, laissé de petites taches de sang sur le papier brillant. Il y avait dans ses yeux une supplique, que je me rappelle avoir ressenti autre chose que le zéro. J'ai saisi mon stylo, ajouté une nouvelle entrée, 0, avec la note, vieille photo d'un autre enfant. D'un revers de bras, elle a balayé les albums au sol et quitté la pièce furieuse. Par la fenêtre, je l'ai vue faire les 100 pas dans le jardin, là où la fumée des journaux brûlés montait encore. Elle a donné un coup de pied dans les cendres, faisant volter des flocons noirs tout autour. Quand elle est revenue, des traces de suie barraient ses joues, comme un maquillage de guerre. Immédiatement, la phase suivante de sa croisade a commencé. Elle passait des coups de fil à toute la famille, invitant des proches que je n'avais pas vus depuis des lustres, sans jamais me demander mon avis. Ma tante a été la première à débarquer, les bras chargés de gratin et de préoccupations. Elle s'est installée en face de moi, tandis que maman tournait autour, dictant à demi-mot ce que j'étais censé répondre. Ma tante a parlé de ses enfants, de leur succès, de leur joie. Elle m'a montré fièrement des photos sur son téléphone, chaque balayage révélant un cousin rayonnant lors d'une remise de diplôme, d'un mariage, de vacances. Maman scrutait mon visage, guettant le moindre signe d'envie ou de regret. J'ai soutenu le regard de ma tante, hoché poliment la tête, puis prétexté une excuse pour aller inscrire un nouveau zéro. D'autres membres de la famille ont suivi, des oncles qui tentaient une conversation sur le sport, des cousins cherchant à raviver de vieux souvenirs, ma grand-mère en larmes devant sa tasse de thé, se demandant ce qu'était devenue sa gentille petite fille. Maman menait chaque visite comme une mise en scène, plaçant soigneusement ses acteurs pour maximiser l'impact. Lors du passage de mon oncle, elle a ressorti la vieille guitare du sous-sol, celle que je jouais avant que le carnet d'humeur ne vienne tout chambouler. Mon oncle a gratouillé quelques airs connus pendant qu'elle m'épiait, espérant que la musique viendrait ébranler ma carapace. J'ai supporté 3 chansons, puis j'ai noté mon zéro avant de monter m'isoler. J'ai entendu la guitare cogner contre le mur peu après. Elle a alors mis les bouchées doubles, invitant d'anciens amis, ceux que je voyais avant de comprendre que se lier signifiait risquer une punition dès qu'ils me faisaient rire. Ils sont arrivés, un peu perdus, manifestement briefés par maman pour faire comme si de rien n'était. On s'est retrouvés en cercle dans le salon, eux parlaient du lycée, des fêtes, de blagues privées qui ne me faisaient plus sourire. Sarah, elle, a fait plus d'efforts. Elle avait apporté des photos du collège, d'avant que tout ne bascule, nous en pyjama, en train de faire les pitres, le visage couvert de peinture lors d'une fête de l'école. Maman trépignait tandis que Sarah étalait les clichés. J'ai pris le temps de regarder chaque photo, puis j'ai remercié Sarah et les raccompagné. La nouvelle stratégie de maman a été de m'inonder de stimulation sensorielle. Elle s'est mise à cuisiner des plats élaborés, inondant la maison des odeurs d'autrefois. Lasagne, cookies au chocolat, pain maison. Les parfums faisaient remonter des souvenirs heureux, mais je mangeais sans y penser, consignant mes zéros entre 2 bouchées. Elle enchaînait les films qu'on regardait avant, des comédies qui jadis nous faisaient pleurer de rire. Je les ai regardés sans réaction, tandis qu'elle me dévisageait plus qu'elle ne suivait l'écran, riant d'un rire forcé, presque faux. Au générique, je notais un 0. Elle lançait un autre film, acharnée à trouver celui qui me ferait craquer. Elle a poursuivi avec la musique. Chansons de mon enfance, tubes pop des jours heureux, même des berceuses qu'elle me chantait petite. La maison résonnait d'une bande-son continue de tentatives de manipulation émotionnelle. J'ai fini par traverser ce vacarme comme on traverse la pluie, une nuisance de plus à supporter. Le chiot est devenu son arme ultime. Elle l'a dressé à m'apporter des jouets, à venir se pelotonner sur mes genoux, à me lécher le visage dès que je m'asseyais. Cette petite créature s'acharnait à m'aimer pour que je ressente enfin quelque chose. Je m'occupais de lui avec sérieux. Je le nourrissais, le promenais à l'heure, mais je refusais de laisser paraître le moindre attachement. Les zéros s'accumulaient. Bientôt, elle s'est mise à déposer des cadeaux dans des endroits de plus en plus voyants. Du matériel d'art sur mon bureau, des livres d'auteurs que j'aimais autrefois sur ma table de nuit, des vêtements et des accessoires que j'avais admirés avant le carnet, suspendus dans mon armoire. Chaque présent était accompagné d'un mot me suppliant d'évaluer le bonheur qu'il devait me procurer. J'ai tout rendu et inscrit des zéros. La santé de maman s'est dégradée au fil de son désespoir. Elle a arrêté de manger normalement, se contentant de café et de quelques encas glanés en préparant sa prochaine idée.
Des cernes profonds s'installaient sous ses yeux, ses cheveux devenaient ternes et cassants, et elle caressait distraitement les cicatrices en relief sur ses bras tout en me fixant. Elle a engagé un professeur de méditation qui promettait de révéler ma joie intérieure. On restait assise en tailleur sur le tapis du salon, lui guidant nos visualisations de paysages heureux, tandis que maman gardait les yeux ouverts, surveillant si j'allais vraiment me détendre. Je respirais tranquillement, et, dès que le professeur partait, je notais un 0. Ensuite, une nutritionniste est arrivée, persuadée que mon apathie venait d'un mauvais équilibre alimentaire. Elle m'a imposé des compléments et des menus censés améliorer l'humeur. Maman m'observait avaler chaque comprimé, s'assurer que je finissais chaque assiette. Après 2 semaines de parfaite discipline et toujours autant de 0, la nutritionniste a laissé tomber. Alors maman s'est tournée vers la religion, elle qui n'avait jamais été croyante. Elle m'a traîné dans des églises, des synagogues, même un temple bouddhiste. Les responsables religieux priaient pour moi, me bénissaient, essayèrent de me parler de la joie et de la foi. J'assistais à chaque office en silence, puis une fois dans la voiture, j'inscrivais mon 0. Les interventions devenaient de plus en plus fréquentes. On me piégeait dans le salon avec des groupes d'adultes inquiets, professeurs, voisins, parents éloignés croisés 2 fois, qui prenaient la parole chacun leur tour pour m'expliquer à quel point mes 0 leur faisaient mal. Ils parlaient de l'impact de mon indifférence sur leur vie, de leur souhait de me voir heureuse. Maman pleurait à la demande. Tout le monde guettait que je craque, que j'avoue ressentir quelque chose. J'ai développé une routine pour ces séances. Rester assise sans rien dire, soutenir les regards, hocher la tête de temps à autre, attendre qu'ils s'épuisent, noter mon 0, filer dans ma chambre. Les groupes se sont clairsemés au fur et à mesure que les gens comprenaient que leur présence n'y changeait rien. Maman s'est mise à tout filmer, persuadée que si je me voyais sans émotion, ça finirait par provoquer un déclic. Elle me filmait au petit déjeuner, en train de faire mes devoirs, en silence, puis elle repassait les vidéos en commentant combien c'était troublant à regarder. Je me regardais, et j'ajoutais un 0 de plus. Elle a aussi fait venir une prof de danse, se rappelant combien j'aimais le ballet petite. Nous étions à la barre dans le salon, maman filmait tandis que la prof corrigeait mes gestes. Mon corps se souvenait, mon visage non. La prof est partie plus tôt, mal à l'aise devant ma précision sans âme. Maman a tenté une thérapie d'exposition, sans me prévenir. Elle organisait des surprises dans des endroits censés me toucher, provoquait des rencontres inattendues, espérait réveiller la nostalgie ou le manque. La maison est devenue une sorte de jeu télévisé absurde, où le but serait de me faire ressentir quelque chose, mais maman perdait à chaque fois. Je traversais les expériences en fantôme, présente sans jamais être touchée. Elle a même commencé à dormir devant ma porte, de peur que je ne me fasse du mal, alors que mes 0 ne parlaient que de vide, pas de blessure. Le matin, je devais l'enjamber pour aller à la salle de bain, et elle courait aussitôt vérifier mon carnet d'humeur. Les 0 restaient, mais elle persistait à contrôler. L'activité physique est alors devenue sa nouvelle lubie. Elle m'a inscrite à tous les sports possibles, convaincue que les endorphines viendraient à bout de mon engourdissement. Foot, natation, athlétisme. Elle assistait à chaque entraînement, chaque match, espérant le moindre signe d'enthousiasme. Je participais à tout, mécaniquement, et notais mes 0 dans les vestiaires. La sœur de maman a fini par venir plus souvent, inquiète pour nous deux. Elle emmenait maman à l'écart pour des discussions à voix basse, dont je captais des mots comme aide professionnelle ou hospitalisation. Après ces échanges, maman ressortait encore plus déterminée à me réparer seule. Elle a essayé la psychologie inversée, prétendant ne plus s'intéresser à mes carnets. Elle a fait tout un cinéma en jetant les tableaux, proclamant que nous étions enfin libérés du système. Mais je l'ai vue farfouiller mon journal la nuit, la voir blêmir à chaque 0. La mascarade a duré 3 jours avant qu'elle ne reprenne le suivi officiel. Les tentatives de corruption sont devenues de plus en plus élaborées. Refaire ma chambre, une voiture pour mes 16 ans, des vacances où je voulais. À chaque fois, il fallait juste laisser paraître un peu de bonheur. J'ai tout refusé et continué d'inscrire mes 0. Elle nous a inscrites à des activités familiales censées raviver la joie. Cours de poterie, ateliers de cuisine, week-end camping dans l'espoir que la nature ferait des miracles. J'ai tout suivi, tout accompli, et noté 0 sur 0. Maman a commencé à ramener des livres sur les troubles émotionnels, soulignant les passages à lire, des témoignages de guérison, des explications sur l'anédonie, qu'elle laissait ouverts sur mon oreiller. Je les mettais de côté et ajoutais un 0 à mon carnet. La maison s'est peu à peu remplie de tous ces échecs. Matériel d'art abandonné, livres empilés, cadeaux entassés dans les coins. Le chiot grandissait, apprenant à se faufiler entre les vestiges des campagnes de maman. Parfois, je la surprenais, assise au milieu de ce capharnaüm, tenant dans les mains un outil de manipulation oublié, en train de pleurer en silence. Elle a même tenté les électrochocs, bruits assourdissants pour me faire réagir, bouleversements soudains du quotidien, fausses urgences pour provoquer l'inquiétude. Je me suis adapté à tout, gardant mes 0 malgré les alarmes incendies à 3 heures du matin ou les chutes feintes dans l'escalier. Les carnets d'humeur de maman n'étaient plus qu'une fiction. Elle notait des 10 en pleurant, des 1 en étant surexcitée, lançait des chiffres au hasard, sans lien avec la réalité. Elle me les montrait comme on exhibe des pièces à conviction, persuadée de prouver l'absurdité du système, l'inanité des chiffres. J'observais ces émotions fabriquées tout en ajoutant un 0 de plus à ma propre liste. L'école, elle, est devenue un champ de mines à mesure que maman s'est immiscée dans ma vie scolaire. Elle bombardait les profs de mails, leur demandant de la prévenir au moindre sourire, au plus petit éclat de rire. Madame Sébastien a fini par intercepter ses appels pour préserver mon havre de paix. Les autres enseignants, gênés, ne savaient pas comment réagir. Maman, elle, a essayé d'embarquer mon père dans l'histoire, malgré leur passé douloureux. Il est venu un soir, mal à l'aise,
visiblement forcés. Ils se sont installés chacun à un bout du canapé, moi prise au piège entre les deux, tous deux à me pousser à ressentir quelque chose. La soirée s'est achevée sur des cris, eux s'écharpant pendant que je montais inscrire mon 0. Maman a lancé un blog sur l'éducation d'une ado insensible, quémandant des conseils à des inconnus. Elle lisait les commentaires à table, testait les techniques suggérées, des huiles essentielles jusque la chromothérapie ou les bains sonores. La maison s'est transformée en laboratoire de tentatives ratées pour fabriquer du bonheur. Le corps a fini par être mis à contribution. Elle me tirait les joues pour me forcer à sourire, me chatouillait comme une petite, désespérée de déclencher un rire. J'ai appris à contrôler mes réactions, à rester totalement inerte. Sa sœur a tenté une intervention mais pas pour moi, pour maman. Elle est arrivée armée de brochures de centres spécialisés, la suppliant de chercher de l'aide. Maman l'a chassée en hurlant qu'elle n'avait besoin de personne, que c'était moi, le problème. J'ai regardé ma tante pleurer dans sa voiture avant de repartir. Les 0 étaient devenus ma carapace, ma signature, mon arme. Chacun d'eux sonnait comme une victoire contre un système qui m'avait volé mon enfance. Maman m'avait enseigné que le bonheur était dangereux, que ressentir du bien finirait forcément par coûter cher. Je lui montrais à présent ce qu'elle avait façonné, un enfant qui avait trop bien retenu la leçon. Elle a tenté un dernier psy, spécialiste du mutisme, alors que je n'étais pas muette. La femme a enchaîné les méthodes sous l'œil avide de maman. Art-thérapie, jeu, même l'hypnose, tout y est passé. Je m'y suis plié en silence, noircissant des dessins sombres, m'accrochant à mes 0. Les dernières tentatives de maman ont viré à la frénésie. Elle venait me réveiller en pleine nuit pour vérifier si je ressentais quelque chose en dormant, cachait mon carnet d'humeur pour voir si j'allais paniquer, remplissait elle-même de faux carnets dans l'espoir de faire surgir le bonheur par la force de sa volonté. Rien n'a marché. La maison portait les traces de notre naufrage. Peinture écaillée, jardin livré aux ronces, factures en retard accumulées depuis qu'elle avait perdu son travail. Le chiot, devenu chien, était la seule lueur saine dans notre existence. Je le nourrissais, le promenais, prenais soin de lui prodiguant une attention que ni maman ni moi n'étions capables de nous offrir. Pour mes 17 ans, maman a tenté un ultime coup d'éclat. Elle a décoré la maison, convié la famille, commandé un gâteau. À l'arrivée des invités, elle m'a prise à part. S'est agenouillée pour me supplier de feindre la joie, juste pour une journée, de jouer la comédie devant la famille, de lui offrir ce cadeau-là. Je l'ai regardée, prostrée par terre, cette femme qui avait tout détruit par besoin de contrôle, et j'ai senti le poids de tous mes 0. Elle avait inventé ce système pour m'épargner la douleur du monde, en me la faisant endurer en premier. Maintenant, nous étions toutes deux enfermées dans les ruines de son amour. La fête a eu lieu avec moi au centre, silencieuse, alors que les invités chantaient « Joyeux anniversaire » et que je restais figée. Maman découpait le gâteau, la main tremblante, distribuant des parts que je n'ai pas touchées. Les cadeaux sont restés entassés, non ouverts. Le chien s'est réfugié sous le canapé, sentant la tension qui rendait la maison irrespirable. Quand le dernier invité est parti, maman s'est effondrée sur la table de la cuisine. Elle a contemplé les restes de la fête, le gâteau sans saveur, les cadeaux inutiles. Elle a pris son carnet d'humeur, a écrit quelque chose et l'a poussé vers moi. -10, avait-elle noté, parce que j'ai détruit ma fille. J'ai pris mon stylo et répondu 0, parce qu'elle l'avait fait. J'ai fixé son -10, puis mon 0. Jamais la distance entre nous n'avait semblé aussi immense. Elle s'est levée péniblement, a traîné jusqu'à sa chambre, me laissant seule au milieu des décombres de mon anniversaire raté. Le lendemain, il y a eu un nouveau tournant. Maman est sortie de sa chambre, une valise à la main, pour la première fois décidée. Elle l'a déposée près de l'entrée et repartit en préparer une autre. Je l'observais depuis la cuisine pendant qu'elle remplissait, méthodiquement, sac après sac. Elle s'est arrêtée devant ma chambre, m'a regardée assise avec mon carnet. Sa bouche s'est ouverte, refermée, sans trouver les mots, avant qu'elle détourne les yeux. J'ai entendu les tiroirs, les cintres qui raclèrent la tringle. Le chien la suivait partout, perdu. À midi, tout était dans la voiture. La maison paraissait soudain vide, débarrassée de ses affaires. Elle est revenue une dernière fois, s'est arrêtée dans l'entrée, les clés serrées dans la main. Nous nous sommes regardés à travers le salon désert. Elle a laissé le carnet d'humeur sur le plan de travail avec sa pile de journaux intimes. Je l'ai observé s'éloigner, sans un regard en arrière. Le chien a gémi devant la porte des heures durant. J'ai passé le reste de la journée à ranger. Pas ce rangement obsessionnel et épuisé que maman imposait les jours de crise, mais un tri méticuleux. J'ai jeté les cadeaux, les outils de thérapie inefficaces, les vestiges de ses tentatives. Peu à peu, la maison reprenait forme sous les gravats. Madame Sébastien a appelé ce soir-là. Maman lui avait demandé de prendre de mes nouvelles. Je l'ai rassurée, j'avais de quoi manger, et je savais m'occuper de moi. Elle a proposé de passer malgré tout, et je n'ai pas dit non. Elle est arrivée les bras chargés de courses, et m'a aidé à faire le tri dans les factures en retard. On s'est installés à la table de la cuisine pour s'attaquer à la pile d'avis que maman avait laissée de côté pendant qu'elle était au chômage. C'était préoccupant, mais il y avait encore de l'espoir. Madame Sébastien m'a soutenu pour appeler les fournisseurs d'électricité et mettre en place des échéanciers de paiement. Les jours suivants, j'ai instauré de nouvelles habitudes. Je me levais, je donnais à manger aux chiens, j'allais au lycée, puis je rentrais dans une maison vide. Plus de carnet d'humeur à remplir, plus de contrôles à la minute, ni de punition pour un oui ou pour un non. Ce silence, après tant d'années sous surveillance, me paraissait irréel. La sœur de maman n'arrêtait pas d'appeler. Je laissais le répondeur faire son travail et j'écoutais ses messages, de plus en plus inquiet. Elle voulait savoir où était maman, si tout allait bien pour moi, si j'avais besoin de quelque chose. Au bout de 5 jours, j'ai fini par décrocher et je lui ai simplement dit que maman était partie, mais que je m'en sortais. Elle a voulu venir tout de suite.
Elle est arrivée, encore chargée de provisions, bien décidée à comprendre ce qui s'était passé. Je lui ai montré les carnets d'humeur que maman avait abandonnés, des années de surveillance minutieusement consignés. Elle les a parcourus, l'air de plus en plus horrifiée en découvrant comment sa sœur avait cherché à tout contrôler chez moi, jusqu'à mes émotions. Pourquoi avoir laissé ces carnets soigneusement rangés en partant, alors qu'elle avait tout emporté? Je me demande si elle n'a pas voulu, à sa façon, laisser une explication qu'elle n'aurait jamais pu formuler à voix haute à sa sœur. On a passé des heures à fouiller dans les papiers restés là, entre factures, dossiers médicaux et le blog qu'elle avait commencé sur l'éducation d'une adolescente soi-disant insensible. Ma tante a lu les commentaires d'inconnus qui félicitèrent maman pour ses méthodes de plus en plus extrêmes. Elle pâlissait à chaque découverte. Elle a voulu que j'aille vivre chez elle, mais j'ai refusé. La maison était à nous. Papa continuait d'envoyer de l'argent et j'aurais bientôt 18 ans. Je pouvais finir le lycée ici, garder mes repères, préserver ce peu de stabilité que j'avais pu construire. Ma tante a fini par accepter, non sans mal, mais elle a exigé qu'on se donne des nouvelles tous les jours. Le lycée est devenu plus léger sans la présence pesante de maman. Les profs n'avaient plus l'air de marcher sur des œufs autour de moi. Madame Sébastien n'était plus forcée d'intercepter les appels sur mon état émotionnel. Je continuais à l'aider après les cours, à corriger des copies, à ranger du matériel, dans un silence reposant. Le chien s'est adapté à ce nouveau quotidien plus vite que moi. Il a arrêté de chercher maman après une semaine, s'habituant à notre routine de promenade, de repas, de soirées tranquilles. Parfois, mon geste partait tout seul vers l'endroit où je posais le carnet d'humeur, et je ne trouvais plus rien. Papa a téléphoné une fois, maladroit, à distance. Maman lui avait donné des nouvelles depuis on ne sait où, en parlant de zéro et de système raté. Il voulait savoir si j'avais besoin de quelque chose, si je voulais passer le voir. J'ai dit que tout allait bien et j'ai mis fin à la conversation. Il n'a pas insisté. Ma tante m'a aidé à lancer une demande d'émancipation en réunissant tous les papiers qui prouvaient que je pouvais me débrouiller seul. L'avocat qu'elle a trouvé a estimé que mon dossier tenait la route, vu l'abandon de maman et ma capacité à gérer la maison. Les démarches prendraient des mois, mais au moins j'étais protégé au cas où maman tenterait de revenir. J'ai retrouvé la cachette de maman avec mes anciennes lettres d'acceptation, celles qu'elle m'assurait avoir jetées. Elles étaient rangées dans une boîte dans son placard, au milieu d'offres de bourses et de brochures de formation. La plupart étaient dépassées, mais l'université du coin restait une option. J'ai commencé à me renseigner sur les dates et les démarches d'inscription. La maison n'était plus la même, sans cette chape de surveillance. Je pouvais rire devant la télé sans craindre de représailles. Je pouvais passer une bonne journée sans la consigner quelque part. Je pouvais juste exister sans avoir à expliquer toutes mes émotions. Cette liberté me paraissait à la fois neuve et fragile. Mon ancienne amie Sarah a repris contact grâce à Madame Sébastien, maintenant que maman ne pouvait plus nous isoler. On s'est retrouvés autour d'un café, un peu gênés au début, puis la complicité est revenue doucement. Elle m'a avoué à quel point les visites forcées la mettaient mal à l'aise, comment maman lui demandait de me provoquer pour voir mes réactions. D'autres amis sont revenus, tentant, avec prudence, de renouer les liens que maman avait brisés. Ils avaient tous pressenti que quelque chose clochait, sans savoir comment intervenir. Maintenant que maman n'était plus là pour contrôler, on pouvait commencer à réparer ce qu'elle avait abîmé. Ma tante m'a trouvé une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, quelqu'un qui comprenait vraiment la violence émotionnelle. J'ai suivi les séances seul, sans que personne ne souffle de réponse ou ne surveille mes réactions. Pour la première fois, je pouvais vraiment dire ce que ces années de carnet m'avaient fait. Les zéros avaient le servi. Ils avaient fait exploser le système de maman, retourné son arme contre elle, l'obligeant à voir le monstre qu'elle était devenue. Mais je n'avais plus besoin de ce système. Je n'avais plus à jouer la comédie des émotions ou à rendre des comptes sur ma vie intérieure. L'hiver est arrivé et maman n'était toujours pas réapparue. Sa sœur a reçu quelques cartes postales, venues de diverses villes, remplies de messages vagues sur le fait de vouloir recommencer. Elle ne demandait jamais de mes nouvelles, ne regrettait rien. Peut-être qu'elle n'en était plus capable. Peut-être qu'elle restait bloquée à -10. J'ai pris mon temps pour redécorer la maison, effaçant petit à petit les marques des carnets d'humeur. La table de la cuisine, autrefois le lieu de nos comparaisons de chiffres, est devenue mon espace de travail. Le salon, où elle organisait ses mises en scène, a retrouvé son côté chaleureux. La maison a changé de visage, passant du champ de bataille au foyer. Le chien et moi, on a pris nos habitudes. Promenade matinale avant l'école, course du soir pour le fatiguer, devoir tranquille pendant qu'il dormait à mes pieds. On prenait soin l'un de l'autre, deux survivants de la guerre de maman contre le bonheur. Mes 18 ans sont arrivés sans fanfare. Ma tante a proposé une fête, mais j'ai refusé. J'en avais assez des réjouissances de façade. Au lieu de ça, j'ai passé ma journée à remplir des dossiers pour la fac et à imaginer un avenir sur lequel maman n'aurait plus prise. L'émancipation a été officialisée une semaine plus tard. Le juge a examiné tous les éléments, y compris les carnets d'humeur que ma tante avait gardés, et il a accepté ma demande. J'étais enfin libre légalement, responsable de mes choix et de leurs conséquences. Au printemps, j'ai commencé le lycée pro, en suivant des cours généraux le temps de décider ce que j'avais vraiment envie d'étudier. Après des années à devoir justifier chaque décision, à craindre la moindre sanction, la liberté de choisir m'a paru aussi grisante qu'effrayante. J'ai avancé à mon rythme, une matière après l'autre. Maman n'est jamais revenue. Sa sœur m'envoyait parfois une carte postale, mais avec le temps, j'ai arrêté de les lire. Peu importe où elle allait ou ce qu'elle cherchait, ce n'était plus mon problème. Son choix, elle l'avait fait le matin où elle était partie. Les carnets d'humeur sont restés dans une boîte au fond du placard, témoins silencieux de ce qu'on avait traversé. Il m'arrivait de les ressortir, de relire la succession de chiffres imposés jusqu'au zéro de défi. Il racontait comment j'avais appris à me défendre, à retourner son propre système contre elle. Mais je n'avais plus besoin de ces zéros. Je n'avais plus à noter mes émotions, plus besoin de me justifier. Je pouvais ressentir ce que je voulais, sans peur de la punition ni de la manipulation. Cette liberté me faisait un peu peur,
En même temps, elle avait un goût grisant, et surtout, elle m'appartenait enfin. Le chien vieillissait tranquillement à mes côtés, rappel constant que certaines choses pouvaient rester simples, le nourrir, le promener, l'aimer, recevoir son affection. Pas de carnet, pas de mise en scène, pas de comparaison, juste une vraie relation, sans condition ni contrôle. J'ai passé mon diplôme du lycée pro et j'ai intégré la fac, la lettre d'admission étant arrivée sans drame ni sabotage. Ma tante m'a aidé à m'installer en résidence, fière de voir le chemin parcouru depuis la gamine discrète qui traçait des zéros à la table de la cuisine. Les zéros m'avaient servi d'armure quand j'en avais le plus besoin. Ils m'avaient protégé de la maladie de maman, m'avaient donné de la force alors qu'elle m'avait tout pris, mais une armure finit par peser quand la guerre est finie. J'ai appris à la retirer, à vivre sans devoir me protéger en permanence. Parfois, je me demande quel chiffre j'écrirais encore si j'ouvrais un de ces carnets, mais le vrai luxe aujourd'hui, c'est de ne pas savoir, de ne rien avoir à mesurer, ni à comparer. Mes émotions m'appartiennent, libres de toute échelle, à l'abri des systèmes, loin de la douleur des autres. La fille qui avait aligné ses zéros s'est sauvée comme elle a pu. Elle a transformé le vide en force, l'absence en présence, le rien en tout. Elle a survécu en devenant intouchable, et maintenant elle apprend à s'ouvrir de nouveau. Maman m'avait appris que le bonheur était dangereux, que se sentir bien méritait une punition. Les zéros m'avaient appris que ne rien ressentir, c'était aussi une prison. Aujourd'hui, je découvre la vérité. Les émotions, c'est comme la météo. Ça passe, ça change, il n'y a rien à noter ou à justifier. J'ai gardé le dernier carnet, celui où figure le -10 de maman et mon dernier zéro. Il marque la fin de notre guerre, le moment où chacune a reconnu ce qu'on s'était fait. Elle a détruit sa fille, et je l'ai laissé se détruire. On a toutes les deux perdu, et c'est dans cette perte que j'ai enfin trouvé ma liberté. Les zéros, c'était ma déclaration d'indépendance, un chiffre vide à la fois, mon refus de jouer à son jeu, mon affirmation silencieuse, ma petite révolution contre sa tyrannie. Ils étaient exactement ce dont j'avais besoin. Rien, mais tout était dit. Aujourd'hui, je vis sans carnet, sans chiffres, sans relevé d'horaire. Je me réveille chaque matin libre de ressentir ce qui vient, d'exister sans mesurer, sans comparer. La fille qui a écrit tous ces zéros m'a offert un cadeau. Le droit d'être humaine sans rien devoir prouver, d'être moi sans demander la permission, d'être heureuse sans crainte de sanction. Voilà la vraie victoire sur le système de maman. Ce n'est pas les zéros eux-mêmes, c'est ce qui a suivi. Le vrai miracle, c'est une vie sans archives, avec des émotions qui n'appartiennent qu'à moi, et le geste radical d'exister sans faire le compte. Le temps passe vite quand on n'analyse plus tout ce qu'on ressent. Tu ne trouves pas? Merci de m'avoir suivi dans ces pensées un peu désordonnées. On se retrouve la prochaine fois, même chaos, autre histoire.